Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la mission d'observation de la présidentielle du 11 octobre dernier présente son rapport définitif. Cette institution était présente pendant toute l'opération. Elle était au cœur du scrutin électoral à Guinée. Et puis les premières rames de l'espace, Manoriba Union pilote une campagne d'électrification d'équipement des centres de santé, établissements scolaires, des préfectures situées le long des frontières libériennes. Les détails de ce projet, c'est dans cette édition. Enfin, chose promise, chose due, les trois plus belles filles de Guinée reçoivent leur prime de la part de la Sopragui qui s'était engagée à accompagner les gagnantes du concours Miss Guinée 2016. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal pour commencer ces jours chauffourés cet après-midi au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Les partisans de Selou Daleng et ceux de Baouri se sont affrontés ce vendredi. Un journaliste a trouvé la mort. Nous vous proposons quelques témoignages. Mon frère, aujourd'hui, c'est une journée que je ne vais jamais oublier dans ma vie. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un confrère, j'ai perdu tout pour moi aujourd'hui. Ce que j'ai vu, à 8 h il m'appelle, il me dit So, on va aller au QG de l'UFDG. Il est 15 h 30. Il me dit So, alors il est l'heure. On va aller pointer à temps. C'est ça le journaliste. Je retiens ça. Il me dit le journaliste va avant l'heure. À 15 h 30, nous sommes. Il me dit So, ce que tu vas faire. Toi, tu as la caméra, moi je reste ici. Toi, tu vas prendre des vidéos pour nous et des images. Moi, je reste à la rentrée ici. Je dis pas de problème. Mets-toi à l'aise, je ferai ça. De là-bas, il vient quelque temps après, il dit, tu as pris des images pour nous et des sons. J'ai dit, j'ai pris, mets-toi là, je vais te bombarder, ça fatigué. Il arrive, il a quitté, il est allé là où je l'ai laissé. Quelque temps après, Baou est venu, le problème a commencé entre les militants. J'ai entendu des tirs, pang, pang. Maintenant, chacun s'est à s'échapper, nous les confrères et d'autres. Il y avait un trou là, c'est là-bas que nous-mêmes journalistes, on s'est dit, mais malgré ça, je prenais des images avec ça là, ça tire, et l'autre me disait non, so, quitte. J'ai dit non, je prenais des images, les images sont là. Je viens, tous les confrères l'ont laissé là-bas, juste à la rentrée du chaise. Je viens, je trouve quelqu'un couché, je regarde, je reconnais sa chemise au sac. J'ai dit alors là, ça c'est bien. Même si vous allez me tuer, je ne vais pas quitter ici. Lui c'est mon ami. Je l'ai pris, j'avais mon sac au dos. J'avais mon ordinateur, c'était lourd. Je l'ai pris, il ne se levait pas, c'est lourd. Son sac était là. En fait, c'est-à-dire si je restais un peu plus longtemps avec lui au téléphone, certainement j'aurais entendu le coup de feu. Parce que ce qui s'est passé, il m'a appelé, il dit, Monsieur Traoré, Baouri vient de venir, je suis au siège de l'FDG, Baouri vient de venir et après il y a une bagarre. J'ai dit, bon d'accord, je dis d'accord, prends la photo, moi j'écris l'article. 2 minutes après, je rappelle, il parlait plus. Paix à l'âme de notre confrère Elhadji Diallo. Le procureur de la République a saisi le doyen de juge d'instruction de Duxine pour ouvrir une enquête pour homicide volontaire contre X. Au même moment, les associations de presse décident de porter plainte contre X pour assassinat. Et puis, le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye, se trouve en ce moment même à la morgue. Dans le reste de la... International de la Croix-Rouge, CICR en abrégé, évolue en Guinée depuis plus de 15 ans. Il intervient dans plusieurs domaines, notamment la protection et l'assistance aux victimes des situations de violence. C'est pourquoi le chef de délégation du CICR en Guinée a tenu à rencontrer le Premier ministre Yula pour lui expliquer la détermination de l'institution à soutenir toutes les activités du gouvernement dans ce sens. Ce que je retiens surtout, c'est de la part du Premier ministre et de son gouvernement le support que celui-ci va continuer à offrir à la Croix-Rouge dans son ensemble, au mouvement international de la Croix-Rouge. Et je crois que c'est quelque chose de très positif que nous avons tous apprécié immédiatement
car ça fait de longues années, évidemment, que nos institutions, sans mentionner, évidemment, sans parler de la société nationale, travaillons pour répondre aux besoins humanitaires de la population guinéenne, et souvent, et très souvent, je dirais, en coopération avec les autorités guinéennes. Peu après cette audience, le Premier ministre a rencontré l'ambassadeur d'Iran en Guinée. L'accent a été mis sur la consolidation des liens de coopération et d'amitié entre la Guinée et l'Iran. C'est au niveau du projet du bauxite, ils ont voulu renforcer les relations qui existaient depuis des années et aussi au niveau de l'économie aussi. Au moment de la guerre entre l'Iran et l'Irak, il y a beaucoup de pays qui ont soutenu le régime irakien, mais la Guinée a pu soutenir l'Iran, donc c'est resté à jamais dans leur mémoire. Donc ils aimeraient que beaucoup de sociétés iraniennes puissent venir s'investir en Guinée pour pouvoir aider le pays. Enfin, le Premier ministre Mamadi Yula a reçu l'ambassadeur de l'Inde en Guinée basé à Abidjan. Dinesh Bhatia était venu dire au revoir au Premier ministre Yula et au peuple de Guinée après avoir accompli sa mission en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Libéria. Vous l'avez compris, c'était la feuille d'audience du chef du gouvernement Mamadi Yula qui a reçu successivement le chef de délégation du CICR en Guinée, les ambassadeurs d'Iran et de l'Inde. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de l'axe de coopération entre nos États. La délégation de l'Union européenne vient de déposer son rapport définitif sur la présidentielle de 2015. Cette institution avait déployé une mission d'observation sur le terrain pour le déroulement du scrutin. La délégation a été reçue par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le point avec Mohamed Lamine Kamara. Une délégation de l'Union européenne dans les locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après l'élaboration du rapport définitif de la mission d'observation du scrutin du 11 octobre dernier, la délégation remet officiellement le document final au ministre général Bourema Condé. Nous remettons ces jours aux autorités avec lesquelles nous étions en contact structurel pendant la mission d'observation le rapport définitif de la mission d'observation. Précédemment, l'année dernière encore, de faire état des principaux points. Dans ce rapport final, les observateurs ont apprécié plusieurs aspects liés au déroulement de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, notamment la mobilisation des électeurs, le climat de paix et de sérénité qui a prévalu le jour du vote. Puisqu'ils étaient sur le terrain avec nous pendant l'élection, à un certain niveau, messieurs les administrateurs territoriaux qui, je le répète encore, ont observé leur neutralité par rapport au processus, mais ils ont été des facilitateurs pour la CENI à un certain niveau et aussi pour des missions comme celle, des missions d'observation, que cela soit de la CEDEAO, que cela soit de l'Union européenne, de la francophonie, bref, tous les observateurs accrédités par le gouvernement guinéen trouvaient auprès des administrateurs territoriaux quand même des facilités essentiellement axées sur leur sécurité et sur leurs conditions de travail. Une conférence de presse sera animée par cette délégation sur ce rapport de fin de mission d'observation du scrutin du 11 octobre 2015 en Guinée. Et puis ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale apporte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les honorables députés, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et tout le peuple de Guinée, que la cérémonie d'exposition du corps de l'honorable Jean-Marie Soumaoro, député à l'Assemblée nationale et président de l'Union pour le progrès de Guinée, IPG, aura lieu le samedi 6 février 2016 à 9h précise dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À cet effet, il est demandé à l'ensemble des députés, aux parents, amis et connaissances d'être en place à l'heure indiquée pour rendre à l'illustre disparu les honneurs dus à son rang. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Conakry, le 5 février 2016, le président honorable Claude Kori-Contiano. L'institution nationale indépendante des droits humains vient de tenir sa première assemblée plénière. La rencontre s'est tenue dans la salle des actes du Palais du Peuple. Elle a permis de mettre en place les commissions permanentes et élire le nouveau bureau de cette institution. Le compte-rendu est signé Fatima Diallo. 25 des 33 commissaires de l'institution nationale indépendante des droits humains INIDH répondent présents à cette plénière. Il s'agit de mettre en place 4 commissions permanentes et élire leurs présidents et rapporteurs, ce pour la bonne marche de l'institution. Nous avons mis en place
les commissions qui sont prévues dans la loi qui nous crée. Vous avez tout d'abord une commission juridique, vous avez une commission de protection des droits de l'homme, une commission de promotion des droits de l'homme et une commission des relations extérieures. Il y a deux commissions qui sont particulièrement importantes, c'est la commission de la protection et celle de la promotion. Suite à l'obtention d'un siège après une année d'errance, une plénière est rendue possible. Ayant été la première institution à avoir été mise en place, eh bien, elle a été la dernière à être dotée d'un siège. Mais malgré cela, malgré cette situation d'errance, n'est-ce pas, ils ont accepté, n'est-ce pas, d'être membres et de répondre aux convocations chaque fois que de besoin ils se sont présentés, et c'est le cas ce matin. Issus de la société civile, de l'administration publique et de l'Assemblée nationale, ces commissaires ont pour tâche la réception des plaintes des citoyens dont les droits sont violés. C'est une commission qui va être très dynamique parce que c'est elle qui est chargée de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation. Donc elle a énormément à faire, tout ce qu'il y a comme sensibilisation en direction des journalistes, en direction des élus locaux, en direction de la sécurité et toutes les couches de la population. C'est cette commission qui est en charge de cela. L'INIDH est cette institution constitutionnelle en charge de la promotion et de la protection des droits humains en République de Guinée. Une loi organique définit son organisation et son fonctionnement. Comme annoncé dans les titres, cette campagne d'électrification d'équipements de certains centres de santé, établissements scolaires des préfectures de Guékédou, Massanta et Yomou, c'est une initiative des premières dames de Guinée, de la Sierra Leone et l'épouse du vice-président du Libéria. Elle entend ainsi améliorer les conditions de vie des populations situées le long des frontières libériennes. Explication, Ali Badra Kondé. D'électrification et d'équipement de 13 centres de santé et de 17 écoles primaires et secondaires des 13 sous-préfectures de Guékédou, Massanta et Yomou, des préfectures frontalières avec le Libéria. C'est une initiative de la première dame de la République, Adjedjene Kondé de la Guinée, Sia Nyamakuru Kourouman de la Sierra Leone et l'épouse du vice-président du Libéria. À l'électrification de ces différents sites que nous avons déjà identifiés. Il s'agit de panneaux solaires, de batteries et également de tout ce qui est comme matériel pour pouvoir conserver les vaccins, tout ce qui est comme produit qu'on peut utiliser dans un centre de santé au frais pour ne pas justement que ces produits soient exposés à des températures trop élevées qui peuvent jouer sur leur efficacité. Cette action des premières dames de la Manoriva contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. La préfecture de Massanta constitue la première étape de cette campagne d'électrification. Éclairer les salles de classe, c'est pour augmenter la réussite scolaire. C'est sortir les populations de l'obscurantisme. C'est encourager les enfants à être dans des conditions idéales d'apprendre les leçons. Et c'est ainsi que cela va contribuer à l'amélioration des résultats de fin d'année scolaire. Notre présence aujourd'hui à Daro est la volonté de son Excellence Madame la Première Dame d'être toujours à vos côtés et surtout après les dures épreuves que vous avez traversées suite à l'épidémie d'Ebola qui a endeuillé de nombreuses familles à Daro ici et dans toutes les localités de la Guinée. Ceci en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens en général et celles des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Plus de 350 000 $ sont investis pour la réalisation de ce projet. Et pour l'entretien de ces lampadaires solaires, 8 agents venus des préfectures de Massanta, Guékédou et Yomou ont été formés. Et puis ce décret D-bar 2016-031-PRG-STCC
fixant la répartition des effectifs entre les différents grades de la Cour des comptes, le président de la République décrète, article 1er, la répartition des magistrats de la Cour des comptes entre les différents grades est la suivante: 13 conseillers maîtres, 10 conseillers référendaires, 10 auditeurs. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 3 février 2016. Professeur Alpha Condé. Décret des barres 2016 barre N0 33/PRG STGG portant les conditions, modalités et programmes du concours d'accès à la formation de magistrats de la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Le présent décret fixe les conditions, modalités et programmes du concours d'accès à la formation de magistrats de la Cour des comptes. Article 2. Le concours est ouvert aux candidats réunissant les conditions suivantes: être de nationalité guinéenne, être âgé de 35 ans ou plus, jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité, être titulaire au moins d'une maîtrise ou de tout autre diplôme admis en équivalence relevant des sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales, être reconnu médicalement apte. Article 3. Les candidats doivent faire parvenir les dossiers de candidature au ministre chargé de la fonction publique 45 jours au moins avant la date prévue pour le déroulement de l'épreuve d'admission. Article 25. Les ministres en charge de la justice, de l'économie et des finances et de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié avec son annexe au journal officiel de la République. Article 26. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 5 février 2016. Professeur Alpha Condé. Dans le Hamana, la culture de la pomme de terre a fait du chemin. À Baro, plus précisément, l'heure est à l'expérimentation de la Belle de Guinée. C'est un fils du terroir qui tente l'idée. Diaty Condé, c'est son nom, il encourage la culture de ce tubercule et sensibilise ses apports nutritionnels. Une grande première à Kouroussa et en Haute-Guinée. Thierno Ousmane Diallo, de retour de Baro. C'est une expérience qui suscite une joie immense au sein de la population. Les habitants de Baro, dans la préfecture de Kouroussa, ont décidé de se lancer dans la culture de la pomme de terre. 45 jours se sont écoulés depuis le début de l'expérience dans ce jardin. L'heure n'est pas encore à la récolte, mais l'évolution des plantes laisse penser que l'espoir est permis. Là, la première expérimentation là, Dieu merci, ça a reçu et continue à travailler. La première expérimentation, c'est grâce à Diaty Condé, ils ont eu 5 kilos de pommes de terre, c'est à travers les 5 kilos qu'ils ont fait l'expérimentation. Pour l'expérimentation de la culture de la pomme de terre à Baro, 525 tonnes ont été importées de Mamou par l'un des fils du terroir, passionné par l'élevage et l'agriculture. Et c'est là, dans sa ferme avicole, au bord du fleuve Niandan, que la plus importante expérimentation se déroule. 400 tonnes de pommes de terre ont été cultivées, 2 agronomes recrutés pour le suivi. Ça améliore l'alimentation et vous savez, la pomme de terre contient beaucoup d'amidon qui est même transformé industriellement. Donc la pomme de terre a beaucoup d'atouts qu'il faut exploiter. Et déjà ce que nous avons vu, ça nous encourage et nous allons persévérer pour que vraiment nous soyons cités aussi parmi les plus grands producteurs de pommes de terre en Guinée. Nous avons vu que la pomme de terre peut donner à Baro. Donc puisque ça peut donner, et puisque les gens sont conscients que c'est quelque chose que l'on consomme partout, les gens vont s'investir pour la culture de ce produit-là, nécessairement. Dans les jardins potagers, tout comme au sein de certaines familles, l'expérimentation est d'actualité. La réussite de la culture de la pomme de terre dans cette partie du pays vient de renforcer la production agricole du pays en la matière et contribuer à faire de la Guinée un pays leader dans la production de la pomme de terre sur le continent. Page santé tenue ce mercredi du comité technique régional de la santé de Conakry. Cette rencontre semestrielle a regroupé plus d'une 50aine de participants. Les activités réalisées par chaque structure ont été passées au crible. De nouvelles stratégies seront élaborées pour améliorer les soins de santé dans la capitale. Adia Toubari nous fait le point. Ils sont venus des centres de santé,
des CMC et autres centres hospitalo-universitaires de la ville de Conakry. Ces professionnels sanitaires participent au comité technique régional de la santé, une session de concertation qui se tient chaque 6 mois. Elle passe en revue les activités menées par les différentes formations sanitaires de la capitale. C'est une auto-évaluation. On ne compare pas le CMC de la minière au CMC Flamboyant ou au CMC Matam. On compare le CMC à lui-même, ce qu'il devrait faire et ce qu'il a fait. Et quelle est l'évolution de ces activités? C'est l'espoir que ce CTRS permettra de passer en revue les résultats qui ont été enregistrés, les difficultés rencontrées et les propositions concrètes en termes d'indicateurs pour avancer. Depuis 2 ans, le comité technique régional de la santé n'a pas eu lieu. En cause, la survenue de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Cet état de fait a réduit considérablement le taux de fréquentation des hôpitaux. Pour inverser la tendance, des stratégies sont envisagées. Dès maintenant, on va commencer à surtout informer et sensibiliser les populations pour qu'elles reprennent vraiment le chemin de nos structures sanitaires, à améliorer la surveillance épidémiologique dans toutes les structures. Au terme de la rencontre, un plan stratégique régional sera élaboré. Sa mise en œuvre permettra d'améliorer les prestations de soins des services de santé de Conakry, ce conformément à la politique sanitaire du gouvernement. La Guinée célèbre ce samedi la journée internationale Tolérance zéro mutilation génitale féminine. Thème retenu cette année: ensemble, mobilisons-nous pour contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux à travers l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici 2030. La déclaration de la ministre de l'Action sociale est commentée par Mohamed De Camara. À quelques heures de la célébration de la journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, le gouvernement guinéen, à travers le département en charge de la promotion féminine, affiche son engagement à intensifier davantage sa lutte contre la pratique. Les MGF qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des femmes, selon les spécialistes, touchent environ 100 à 140 millions d'entre elles à travers le monde, et notre pays n'échappe pas à cette réalité. En Guinée, le taux de prévalence des mutilations est l'un des plus élevés au monde. Les statistiques disponibles à partir de l'enquête démographique et de santé de 2012 rapportent une prévalence de 96,9% des cas d'excision chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans. Et pour la tranche d'âge de 0 à 15 ans, elle est de 97. Il s'agit du taux le plus élevé de toute la sous-région ouest africaine, plaçant notre pays au 2e rang mondial après la Somalie. La célébration de cette journée internationale par le gouvernement, appuyé par ses partenaires techniques et financiers, prouve à suffisance sa volonté à réduire la pratique dans un proche avenir. Elle sera l'occasion demain pour le ministère et ses partenaires de poursuivre les efforts de plaidoyer et de sensibilisation en direction des autorités et des communautés à tous les niveaux, en vue de susciter un engagement commun aux actions de promotion et de protection des droits humains de la femme en général, en particulier l'abandon de la pratique de mutilation génitale féminine. Cette journée sera célébrée demain samedi dans la préfecture de Guékédou, où une fille de 5 ans, Kumba Tongino, est morte récemment suite à une rituelle d'excision. Sur place, des activités de plaidoyer et de sensibilisation seront menées pour l'abandon de la pratique. Et puis cette tournée du chef d'état-major général des armées, le général Namouri, a sillonné certaines structures sanitaires de Conakry. Objectif, s'enquérir de l'état de santé des militaires alités. Commandant Mohamed Kassi, il est le correspondant de la presse militaire. À peine revenu de Kidal, le chef d'état-major général des armées fait le tour des structures sanitaires de la capitale. Objectif, remonter le moral du personnel malade des forces de défense et de sécurité, tout en renforçant les relations de coopération entre le service de santé des armées et les centres hospitaliers. Ce n'est pas la première visite. Régulièrement, ils sont avec nous pour savoir
l'état, le moral de la troupe. Et je l'ai dit tout de suite que oui, ça fait un très bon élément qui remonte et qui aide les médecins à soigner les malades. Partout, les malades militaires se disent satisfaits des soins reçus et sont rassurés d'être dans l'esprit du commandement. Nous sommes contents et nous avons reconforté le moral. Donc on a fait un mois à la clinique en Sozo, à Bamako, clinique Pasteur. Donc c'est de là-bas qu'on nous a envoyés. Depuis le 8 janvier, nous sommes là. Donc en un mot, nous sommes contents, ravis de la visite du chef. D'abord, l'objectif principal de cette visite, c'est de chercher à remonter le moral de tous les militaires malades, en même temps chercher à renforcer les relations de travail entre la Direction générale du service de santé des armées et les structures hospitalières de la capitale. Et les forces de défense et de sécurité doivent savoir que la priorité du commandement, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les militaires, quelle que soit leur position et quel que soit leur état. Très satisfait de l'état de traitement des malades, le général de corps d'armée Namori Traoré demande davantage aux médecins à plus d'attention aux patients. Une délégation malienne est arrivée ce soir même à Conakry. Elle est conduite par le ministre malien de l'administration du territoire. Pendant 3 jours, la mission malienne discutera des questions frontalières avec les autorités guinéennes en vue de trouver une solution idoine pour résoudre les conflits récurrents le long des frontières entre la Guinée et la République sœur de Mali. Des équipements pour la Direction générale de la radio rurale de Guinée, c'est un geste de la Fondation Hirondelle sur financement de l'UNICEF. Il vise à améliorer les conditions de travail des agents de la dite direction. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre de la Communication. Cheikh Sanoussi Sankon pour les détails. Ce lot d'équipements du jeu public est un don de la Fondation Hirondelle à la Direction générale de la radio rurale de Guinée. Financé par l'UNICEF Guinée, ce lot d'équipements estimé à plus de 60 millions de francs guinéens vient renforcer la capacité des radios communautaires dans leur mission d'éducation et de sensibilisation des populations. Il s'agit aujourd'hui pour nous de faire en sorte que nous puissions être dans un dialogue fécond avec les communautés, et en particulier les communautés rurales. C'est la raison pour laquelle nous avons jusqu'à présent appuyé 28 radios rurales à travers le pays. Après avoir formé les agents, il fallait leur donner le matériel, sinon la formation ne servait à rien. Et aujourd'hui, les radios peuvent avoir la mobilité d'un guérilleros, un équipement léger. On n'a pas besoin de l'électricité puisqu'il y a des batteries internes. Pour le directeur général de la radio rurale de Guinée et le ministre de la Communication, l'intervention de la Fondation Hirondelle et de l'UNICEF a été toujours un motif de satisfaction, surtout en cette phase de la migration. Nous avons passé un très bon temps sans faire les émissions publiques. Ceux qui le faisaient avaient déjà perdu l'habitude parce qu'il n'y a pas d'équipement. Et c'est ce qui a été constaté par la Fondation Hirondelle. Je profite de la présente cérémonie pleine de sens pour encore féliciter l'UNICEF et la Fondation Hirondelle dont les efforts ont permis un véritable renforcement de capacités techniques et professionnelles, surtout pendant les périodes les plus difficiles de la lutte contre l'éradication de la maladie à virus Ebola. Ces équipements mobiles sont dotés chacun d'un enregistreur de son et ont une autonomie d'environ 6 heures qui permet largement de tenir une émission. Dans l'actualité encore, à peine installé dans ses fonctions, le ministre d'État du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat a entamé une visite des chantiers, des écoles, des hôtels de Conakry. Objectif, voir et apprécier le niveau d'exécution des travaux. Le ministre Thierno Ousmane Diallo s'est dit satisfait des actions en cours. Amadou Touré sur les pas du ministre. C'est par l'hôtel Sheraton à Kipé que le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie a entamé sa visite des chantiers de construction des hôtels à Conakry. Ici, les travaux sont exécutés à près de 85% et la pré-inauguration est prévue en septembre prochain selon les ingénieurs. Sheraton va compter 282 chambres avec des suites. De Kipé, le ministre Thierno Ousmane Diallo s'est rendu à Koléa sur ce site de l'ancien abattoir. C'est là où l'hôtel Azalaï doit être construit.
Mais à ce jour, rien n'est encore entamé depuis la pose de la première pierre en septembre 2015. Le responsable du département du tourisme a poursuivi sa tournée à Onomo Hotel, près de la résidence 2000. Aujourd'hui, l'évolution, grâce à notre concept de construction métallique, ça nous permet d'avancer assez rapidement. Nous souhaitons pouvoir finaliser le gros œuvre avant la saison des pluies, de façon à ce que nous puissions ensuite travailler à l'abri. Donc pour tout ce qui va être conception interne. Ensuite, Noum Hôtel derrière l'hôpital Iyas Dine, l'hôtel Niger avant de terminer par l'hôtel Kaloum. Dans l'ensemble, les travaux évoluent à la satisfaction des autorités du tourisme et de l'hôtellerie. Constater que les travaux avancent et il y a des délais qui nous ont donnés. Ces délais sont en fonction de chaque hôtel. Le seul handicap qu'on a trouvé, c'est au niveau de Azalaï, où les travaux n'ont pas du tout démarré. Je le regrette, mais on nous a rassuré qu'ils sont en train de faire des études géodésiques, de faire des études du sol, parce qu'il faut le reconnaître, c'est en bordure de mer. Il faut faire beaucoup d'études avant d'implanter des bâtiments aussi importants que de ce genre d'hôtels. Avec ces hôtels de 3, 4 et 5 étoiles, la Guinée s'engage à résoudre définitivement son problème d'hébergement. À Boké, plus précisément à Sangaré, la mutuelle communautaire de croissance MC2 est désormais opérationnelle. Les activités de cette microbanque ont été lancées le week-end dernier. Les images de Bintou Touré sont commentées par Tierno Younoussaba. Comme dans plusieurs localités du pays, Sangaredi dispose d'une banque de proximité. Dans cette zone minière par excellence, les communautés souscrivent à la mutuelle financière appelée MC2. L'esprit vise à encourager l'entrepreneuriat et la facilité des crédits en faveur des femmes en particulier et celle des populations de Boé en général. La facilité de crédit que cette mutuelle nous offrira permettra aux jeunes et aux femmes et autres entrepreneurs le financement de leurs activités, créant ainsi de l'emploi pour des milliers de diplômés en chômage. Le professeur Alpha Condé, il a promis, il a fait. Donc nous encourageons toutes les femmes aujourd'hui à Sangaredi d'adhérer. Pour un premier temps, les gens ne vont pas comprendre. Mais s'ils adhèrent, peut-être qu'ils sauront le résultat. Sur l'initiative du chef de l'État, Afriland First Bank accompagne les mutuelles communautaires de croissance. Sa mise en œuvre à Sangaredi va garantir l'environnement des affaires. Nous appuyons, nous accompagnons le gouvernement de la République guinéenne, son excellent professeur Alpha Condé, dans la mise en œuvre de ce projet qui est la responsabilisation de la communauté pour participer au développement par la création de ces micro-banques qu'on appelle MC2 MIFA. À travers la mise en place de cette microbanque à Sangaredi, la question de développement est vue sur l'angle communautaire et local. Une véritable mutation dans le développement socio-économique en Guinée. Bientôt, le Forum international des opérateurs économiques de la Guinée du Benelux. Ce vendredi, les membres du comité de pilotage étaient en conclave. La Guinée valide ainsi son plan d'action. C'est une synergie ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et l'association Africa Plus. Mamadi Gassama nous signe ce reportage. C'est un prélude au Forum international des opérateurs économiques de la Guinée et du Benelux, prévu à Bruxelles du 13 au 14 mai prochain, que se tient cette rencontre. Après l'élaboration du plan d'action par le comité de pilotage, l'heure est à la validation du dit rapport. Le TDR a été validé, vous avez assisté à la réunion. Évidemment, il sera envoyé à chacun pour que tout le monde soit bien informé et prenne connaissance de tous les points. Et afin aussi que les différents intervenants, que ce soit la Banque centrale, le ministère des Mines, le ministère de l'Investissement et autres, puissent déjà se pencher pour qu'on ait des contributions vraiment hautement qualitatives et que nous répondions vraiment aux attentes des opérateurs économiques aussi bien guinéens que ceux du Benelux. Fruit du partenariat entre l'association Africa Plus et le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, cette rencontre économique de Bruxelles va permettre aux acteurs de créer un cadre permanent d'échange entre les investisseurs guinéens et étrangers. Une façon d'améliorer le climat des affaires en Guinée. Je crois que c'est l'occasion, l'opportunité pour nos compatriotes vivant à l'étranger et même nos amis qui sont à l'étranger de connaître les produits guinéens.
je ne dirais pas une première en Guinée. Donc ça va être une très bonne occasion pour notre pays et notamment pour notre département des affaires étrangères de faire encore face à nos investisseurs. À terme, ce forum de Bruxelles doit favoriser le partage d'expériences, mais aussi ficeler des rapports de partenariat gagnant-gagnant. Vivre la Guinée à Bruxelles, le concept nouveau, mais on est déjà à la deuxième édition. L'événement se veut être une plateforme pour mieux vendre la destination Guinée. La commission d'organisation a peu d'œuvre pour la réussite de cette rencontre. Explication, Alpha Yassila. Dénommée Vivre la Guinée à Bruxelles, cette rencontre des hommes d'affaires responsables des départements économiques et culturels avec les partenaires belges est une opportunité de promouvoir des potentialités économiques de la Guinée. Quand on voit le développement économique et le potentiel de la Guinée, on se dit l'expertise belge et les compétences effectivement qui peuvent exister ici en Belgique peut être une plus-value pour la Guinée. Et donc je crois qu'il y a un équilibre effectivement à trouver aujourd'hui parce que je crois que c'est important effectivement de faire connaître la Belgique aux Guinéens, mais aussi de faire connaître la Guinée aux Belges, parce que les Belges ne connaissent pas la Guinée. C'est une occasion pour les hommes d'affaires guinéens d'accéder au marché européen, à l'export LDEC, qui est un guichet unique. La PIP est déjà le point focal de cet événement. Nous avons eu des entretiens constructifs avec la PIP. Il y a un point focal qui est installé. Nous avons rencontré ces différents départements où nous avons eu leur accord de principe de participation. Nous avons eu donc les différentes structures de la Confédération patronale de Guinée. Nous avons eu la Chambre de commerce de Guinée qui est prête à mobiliser les hommes d'affaires guinéens à participer pour vendre au mieux l'espace économique guinéen pour inciter les bailleurs de fonds belges et européens à venir dans notre pays. Il faut rappeler que la première édition s'est tenue le 25 juillet 2015 à XL en Belgique. Sur le continent, plus bref et en image au Mali, plus de 3 ans après la destruction des mausolées de Tombouctou par les djihadistes, la cité légendaire du nord-ouest du Mali a repris ce jeudi possession de ses sanctuaires, des sanctuaires reconstruits à l'identique. Toujours en plus bref et en image présidentielle américaine, Hillary Clinton est montée à l'attaque jeudi soir contre son adversaire démocrate Bernie Sanders dans la course à la Maison-Blanche, l'accusant de salir sa réputation et qualifiant ses idées d'irréalistes. Les deux démocrates se sont affrontés dans un débat télévisé de 2 heures dans le New Hampshire qui organise ces élections. Retour en Guinée avec cette page culture, dernière étape pour le concours Miss Guinée 2016. Les gagnantes sont connues ce jeudi, elles ont reçu leur prime de la part de la Sobragi. La société avait promis un accompagnement financier pour les 3 plus belles filles de Guinée. Mikini Moussa Kamara, Alia Kamara. Et des honneurs qui vont avec. La Miss Guinée 2016 et ses 2 dauphines se partagent une belle cagnotte de 140 millions de francs guinéens. Les chèques sont offerts par la Sobragi qui a sponsorisé cette 8e édition. La société a bien voulu accepter, à partir de cette année, de prendre une part active au rayonnement de la culture guinéenne. La remise des prix est l'occasion pour le partenaire d'expliquer la clé de répartition de cette manne financière. Nous avions décidé en préambule de féliciter, bien entendu à travers les médias et le couronnement de ces demoiselles, mais aussi en leur attribuant, je crois, 70 millions pour la Miss Guinée, 45 millions de francs guinéens pour sa première dauphine et 25 millions pour la 2e dauphine. C'est l'illustration que le talent a parfois un prix. Le 8e concours Miss Guinée a surtout récompensé l'investissement intellectuel des candidates. Même si le jury a eu du mal à rendre son verdict, le trio gagnant s'est surtout distingué par la qualité de ses interventions et la justesse des thèmes exposés.
Je suis très émue et contente à la fois. Je ne m'attendais pas à une telle chose. C'est la première fois que ça se passe en Guinée. J'espère que de tout cœur que ça continuera. En tout cas, je suis fière de moi parce que je ne l'ai pas eu par chance ou quoi. Je l'ai eu à travers mon effort, l'effort que j'ai fourni. Mais c'est vrai, c'est une compétition. Au départ, on est 20 et c'est une seule couronne. Donc chacune d'entre nous s'est battu et au final, j'ai gagné. Avant ce rendez-vous de 2017, la Miss en exercice devra d'abord représenter la Guinée aux compétitions internationales pour vendre l'image culturelle du pays. Le congrès du Palais du Peuple. À cet effet, il est demandé à l'ensemble des députés, aux parents, amis et connaissances d'être en place à l'heure indiquée pour rendre à l'illustre disparu les honneurs dus à son rang. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Conakry le 5 février 2016, le président honorable Claude Kori-Kontiano. Retour sur cette actualité, la presse nationale guinéenne dans l'amertume et la consternation. La mort ce soir du journaliste reporter Mamadou Diallo au siège de l'UFDG choque la corporation mais aussi les autorités. Il y a quelques instants à la morgue de Donka, le ministre de la Communication a parlé de tragédie. Rachid Ndiaye est au micro de notre reporter Aboubakar Kamara. Un moment difficile pour nous tous, cette tragédie qui nous frappe, qui frappe l'ensemble de la corporation à travers donc le décès de ce journaliste aujourd'hui dans des conditions difficiles. Je crois que c'est un moment de profonde douleur, d'amertume pour nous tous. C'est un moment difficile à vivre pour chacun d'entre nous, pour ce jeune journaliste qui vient de disparaître dans des conditions tragiques. Première chose déjà, c'est nous devons présenter les condoléances donc à la famille de la victime et à ses collaborateurs, et au nom du gouvernement, au nom de toute la corporation. Et en même temps, c'est une réflexion fondamentale sur la nécessité de proscrire la violence dans notre champ politique et notre champ social, puisque nous venons d'assister à la mort d'un journaliste qui n'était venu que pour faire son travail et qui est parti dans des conditions douloureuses et inacceptables. Je suis attristé, profondément ému, choqué au nom de tout le monde. Et vraiment, c'est un moment de recueillement pour nous tous, quels que soient les réseaux, les médias auxquels nous appartenons, quelle que soit la façon dont nous travaillons, c'est quand même un événement douloureux, insupportable. Aux côtés des journalistes, d'autres ministres sont venus exprimer leur consternation suite au décès de notre confrère. Il s'agit des ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ainsi que le ministre porte-parole du gouvernement. Les enquêtes sont ouvertes sur les circonstances de cette mort tragique d'un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain. Inch'Allah.